Merci à vous d'être restés pour ce débat. Nous accueillons Amélie Mouget, qui est directrice, la nouvelle rédactrice en chef de Reporter. Elle va parler de Reporter, qui est un journal d'information grand public sur les questions environnementales. Peut-être que vous le connaissez, mais elle le présentera d'autant mieux. Xavier Coumoud, que je ne présente plus, parce que je crois que vous avez saisi qui il était. Et voilà. Et tous les deux vont discuter de la manière dont la loi du plomb fait intervenir à la fois la science ou le scientifique qu'il représentait, il a été interpellé de multiples fois, et puis le journalisme ou les médias, sachant que Reporter est un média qui s'est saisi de la question, mais vous avez vu, je crois, cet été, qu'il y en a eu beaucoup qui ont eu pour discuter de cette question-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir un peu comment se mêlent et se construisent ces débats dans l'espace public au travers de l'intervention scientifique, mais aussi de la manière dont ils sont mis en scène médiatiquement. Voilà, tu as présenté le contexte de l'échange, je pense. La première chose dont on doit discuter, c'est le cadrage médiatique mainstream de cette affaire, en fait. Peut-être qu'il faut revenir sur ce qu'est la loi du plomb. Peut-être, dans un premier temps, effectivement, présenter la loi du plomb pour ceux qui n'ont pas suivi d'aussi près que vous les débats. Mais je crois que ça serait bien que d'abord Amélie, si je puis me permettre, présente Reporter un petit peu. Je suis pas sûre que tout le monde connaisse. Et du coup, c'est quelque chose que je lui ai demandé tout à l'heure parce que je trouve que c'est un des rares journaux à parler d'environnement central, de manière centrale. Et qu'on discutait tout à l'heure du fait que la science et ses évolutions qui sont très nombreuses et de la manière dont elles interviennent dans le cours des vies a peu de place finalement dans le débat public ou de manière insuffisante et quand il arrive un scandale plutôt que de manière ordinaire. Donc je pense que Reporter fait ce travail. Donc voilà, je propose de te présenter, que tu te présentes et que tu présentes Reporter tout d'abord. Eh ben, bonjour à tous et toutes et merci pour l'invitation. Donc moi, je suis fraîchement arrivée à Reporter. Je suis là depuis 6 mois au poste de directrice de la rédaction. Il y a une spécificité à Reporter, c'est que on a une rédaction en chef qui est tournante. On a 7 personnes qui assurent la rédaction en chef et donc toutes les 2 semaines, ça change. C'est une conception du pouvoir plutôt horizontale. Moi, je suis là pour assurer la continuité dans cette affaire et puis la représentation et puis les réflexions autour des positionnements stratégiques. La ligne éditoriale de Reporter, c'est centrée autour la conviction que l'écologie est la question politique du siècle et que elle articule, elle cristallise énormément d'enjeux et qu'on peut lire tous les sujets de société à l'aune, au prisme de l'écologie, de l'environnement, du réchauffement climatique et de l'intoxication du monde, si on parle de pollution diverses et variées. Reporter, c'est en accès libre, et ça, c'est très important pour nous. Ça veut dire qu'on peut s'adresser à tous les publics, même des personnes qui sont loin des enjeux, qui ne se définiraient pas comme écologistes, qui sont peut-être loin de ces enjeux-là, mais qui peuvent tomber sur nos contenus et les lire jusqu'au bout sans mur payant qui vient les interrompre. Donc il y a vraiment un côté média d'intérêt général et d'utilité publique avec 5 articles par jour écrits par des journalistes professionnels. On est au sein de la rédaction en salarié 25 analystes, bientôt 26. On va ouvrir un recrutement journaliste scientifique santé à partir, et c'est en lien avec la loi du plomb. On a envie de se renforcer à cet endroit-là et nos salaires ne sont financés que par les dons des lecteurs et lectrices. C'est comme un système de prix libre en fait. Chacun contribue à hauteur de ses moyens et chacune peut y accéder de manière gratuite. Donc on a 45 000 donateurs qui, pour beaucoup, donnent de manière mensuelle, ce qui nous permet une grande sécurité financière et pérennité et indépendance, et c'est précieux dans le contexte
actuelle. Donc voilà pour ça existe depuis 13 ans, Reporter, et c'est avant tout un site internet, mais on a une activité éditoriale avec des livres qui sont publiés en coédition avec les éditions du Seuil. Là, on vient de faire un ouvrage sur les montagnes face au réchauffement climatique avec la revue dessinée. Donc on a aussi des documentaires, notamment sur Sainte-Soline et autres avec Off Investigation. Donc on multiplie les formats et les partenariats. C'est aussi une lettre d'information quotidienne et une lettre d'information hebdomadaire, et c'est des canaux très importants parce que ça nous permet d'échapper à Google et aux GAFAM. Les lettres d'info, c'est vraiment un accès direct au lecteur. Donc voilà pour le paysage global. Mais la loi du plomb, on l'a beaucoup traité cet été avec plusieurs angles, avec nos 2 journalistes agriculture qui étaient très mobilisés sur le sujet, et puis nos journalistes qui couvrent plutôt les luttes, les mobilisations sociales, parce qu'on a vu l'émergence à ce moment-là d'un mouvement citoyen très fort, de figures comme Fleur Breteau, le collectif Cancer Solaire, qui ont permis de mettre des visages sur la toxicité des pesticides, et qui nous ont permis d'incarner cette bataille, et donc de suivre jusqu'il y a une semaine encore devant l'Assemblée nationale. Le collectif Cancer Solaire se réunissait. Donc nous, on est vraiment reporters, on fait du reportage et on est sur le terrain pour voir ces mobilisations, que ce soit contre les bassines de Sainte-Soline, ou dès qu'il y a une mobilisation sur des enjeux écologiques, on est très présent. Et en effet, Reporter, on a 2 journalistes scientifiques aujourd'hui, 3 bientôt sur l'effectif, et on essaye d'accorder une large place aux sciences pour donner des arguments solides et étayés dans un contexte où l'écologie est attaquée de toutes parts, et où on se rend compte qu'on est face à un déluge de désinformation, surtout sur des médias qui appartiennent à des milliardaires et télévisuels. Donc nous, on essaye de jouer notre rôle à cet endroit-là. Et on parlait de cadrage médiatique parce qu'au moment de la loi du plomb, on a des sortes de fenêtres de visibilité accrue quand on a un sujet qui va comme ça émerger dans le débat public et devenir extrêmement polémique parce que il y a des acteurs qui ont intérêt à ce qu'il le devienne. Nous, on va être invités dans des médias plus généralistes, sur LCI, sur France Info TV, et donc on prend notre part, on met des chemises et on va sur les plateaux télé pour essayer de partir des faits, des articles, de l'état de la connaissance, et pour essayer de contrer certains discours qui visent à faire passer des agendas plutôt en lien avec des intérêts privés qu'avec des véritables connaissances factuelles et scientifiques. Donc voilà, la loi du plomb, on a une énorme production éditoriale. On avait au moins 3 personnes mobilisées dans l'équipe, plus moi, pour aller arpenter les plateaux télé à cette période-là. Donc c'est un sujet qui nous a beaucoup mobilisés. Peut-être pour refaire l'historique, c'est un projet de loi qui contient plusieurs mesures qui, d'un point de vue écologique, ont été très préoccupantes, ou en tout cas ont très mobilisé. Il y avait la possibilité de déclarer d'intérêt national majeur certains projets, de dire qu'ils pouvaient se passer d'autorisation environnementale, en fait c'est comme des dérogations de fait. Ça concernait les mégabassines, ça concernait des projets qui aujourd'hui sont contestés par des mouvements écologistes, par exemple la 69, et qui de fait, avec cette loi, aurait des boulevards pour passer, et donc beaucoup moins de contre-pouvoirs et voilà, des dérogations sur les espèces protégées, ce genre de choses. Il y avait la fameuse l'épandage par drone et la réintroduction de pesticides interdits, de néonicotinoïdes, et c'est là où le débat s'est enflammé. C'était autour de l'acétamipride, qui est un néonicotinoïde surtout utilisé sur betteraves et noisettes, et qui était défendu avec ferveur par l'agriculture industrielle, la FNSEA, donc Duplon, du nom du sénateur Laurent Duplon, qui était à la chambre départementale de Haute-Loire de la FNSEA, la FDSEA Haute-Loire, président pendant longtemps. Et donc le premier travail qu'on a fait, nous, à Reporter, c'était de voir qui avait rédigé la première mouture de cette loi du plomb, qui a été largement coécrite par la
FNSEA. Ça, on a les amendements clés en main déposés aux différents députés. Donc là, c'était tout un travail d'enquête pour dire d'où vient-elle et quels intérêts sert cette loi. Et puis après, on a fait tout le suivi, la bataille parlementaire. Cette loi a fini par être adoptée. Certains de ces articles ont été, notamment concernant la cétamipride, ont été censurés par le Conseil constitutionnel. Une pétition qui s'est envolée un week-end cet été, qui arrivait à 2 millions de signataires, plus de 2 millions, alors que c'était une personne complètement inconnue du grand public jusque-là. Une étudiante en master. Et qui n'a pas pu être médiatisée. Et je pense que Heureusement, c'est une grande bien qu'on a pris. De Bordeaux, je crois. Oui. Quand même. Je crois qu'elle a bien fait de se dissimuler. Hein. Complètement. Et du coup, un nouveau débat à l'Assemblée avec deux députés qui vont porter cette réouverture du débat, mais sans vote. Donc les jeux sont faits. Et puis par ailleurs, Laurent Duplon essaye de réintroduire la cétamipride via un autre texte de loi. Donc la bataille n'est pas terminée, elle va prendre d'autres formes. Mais c'était vraiment une séquence législative qui nous a occupés du mai jusqu'à là très récemment. Avec à la fois la bataille législative, la bataille citoyenne et la bataille politique des porteurs de cette loi. Parmi les deux députés qui aujourd'hui sont mobilisés pour le débat sur la loi du plomb, il y a Hélène Laporte qui est une députée Rassemblement National qui a déposé énormément d'amendements écrits par la FNSEA. Donc voilà, nous on a ce travail de visibiliser les enjeux, les intérêts, et puis sur la cétamipride, c'était cette bataille autour, et c'est à ce moment-là qu'on parlait vraiment beaucoup des effets de cadrage, de la dangerosité de ce néonicotinoïde. À chaque fois, les rapports de l'EFSA étaient utilisés, le mot incertitude de l'EFSA était utilisé pour décrédibiliser tout le travail scientifique mené pour alerter sur la dangerosité de cette molécule sur les abeilles, sur les non-humains et sur les humains, notamment avec la question du liquide céphalorachidien, enfin, la question de l'impact sur le développement du fœtus et le fait que ça passe. Donc moi, la bataille qu'on a menée sur les plateaux télé à ce moment-là, c'était vraiment pour dire oui mais attendez, ce n'est pas parce que on avait l'impression à ce moment-là que les précautions scientifiques se retournaient contre nous et servaient à décrédibiliser tout le discours de vigilance et de prudence. Et donc on avait l'impression, dès qu'on disait si c'est dangereux et s'il y a matière à s'inquiéter, et quand bien même il existerait des incertitudes, il y a une nécessité à prendre en compte les alertes. Il y a eu une tribune dans le monde de 1000 scientifiques pour alerter sur ces dangers. Quand bien même ces incertitudes existent, il faut prendre en compte aussi tous les signaux et toutes les alertes qui sont en face. Et ça, c'était extrêmement difficile à rendre audible. C'était extrêmement difficile aussi de dire que l'EFSA se base sur les données fournies par les industriels. Et de défendre qu'il existait d'autres études de l'ANSES, par exemple, qui étaient beaucoup plus alarmistes. Donc moi, j'ai eu l'impression à ce moment-là de faire un travail dans un jeu un peu contraint où sans cesse il fallait... on ne pouvait pas jouer avec les mêmes armes qu'en face parce qu'en face ils sont prêts à asséner toutes les contre-vérités possibles mais sans aucun scrupule, et nous on n'a pas du tout envie de jouer ce jeu-là. Mais dès qu'on entre dans la nuance, les nuances se retournent contre nous en disant oui mais on n'en est pas vraiment sûr, oui mais c'est plus compliqué que ça, alors que l'aplomb avec lequel sont défendues certaines molécules. Et puis surtout, il y avait un effet de cadrage, c'était vous êtes soit pour la loi du plomb, soit contre l'agriculture. Et ça, c'était extrêmement, comme c'est une profession qui est en souffrance, avec un taux de suicide effarant, avec un modèle économique qui arrive à bout de souffle. Et il est extrêmement compliqué de dire que on ne veut pas défendre les agriculteurs eux-mêmes. Il y avait aussi cet effet de cadrage de dire oui mais tous les autres pays européens l'utilisent, on importe, et donc comment on fait, et les alternatives, de fait ça coûte plus cher. Et en fait c'était impossible de dire oui mais
la santé et l'environnement, ça a un prix aussi qu'on paye via la Sécu quand les gens sont malades in fine. Et donc il faut sans cesse essayer de faire émerger d'autres récits et donc de s'appuyer sur nos articles, sur le travail de décryptage, sur le travail d'incarnation aussi pour essayer de contrer. Mais on se rend bien compte qu'on ne joue pas à armes égales et que de faire entendre cette petite musique est toujours compliqué. Et du coup, Xavier, est-ce que tu pourrais préciser, toi, quelle est la place de la parole du chercheur, sachant que Amélie vient de nous expliquer à quel point c'est difficile d'introduire de la nuance dans un débat aussi polarisé que ça. Comment tu fais pour à la fois dire des choses et en même temps dire leur complexité? Alors c'est une vraie question, parce qu'à chaque fois qu'on doit intervenir médiatiquement, notamment en direct, et c'est arrivé, voilà, en été, en août, j'étais présent sur Paris pour diverses raisons. Et il y avait à la fois l'enjeu des microplastiques à Genève, et puis il y a eu cette loi du plomb qui a été aussi très discutée. Et du coup, moi j'étais présent, mes collègues étaient en vacances. Du coup, je me suis retrouvé beaucoup à intervenir, que ce soit sur Inter ou autre, donc parfois sur des formats très courts. Donc comment expliciter la complexité lorsque le format est très court? La première chose, c'est déjà savoir le temps qu'on a. En général, lorsqu'on intervient sur la matinale de France Inter, ils vont poser 3-4 questions. Donc on a 30 ou 40 secondes pour essayer d'expliciter quelque chose. Donc il ne faut pas non plus arriver en disant l'acétamipride danger de mort absolu, parce que sinon on n'est plus crédible non plus. C'est bien le problème, il faut rester quand même dans un cadre scientifique. Donc il faut préparer, en fait. Il faut au minimum préparer, anticiper les questions qu'on va avoir, et effectivement essayer de dépolariser le débat. Moi c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois. Sur France Info, il m'a demandé, vous êtes pour ou contre la loi du plomb? Alors, on ne m'avait pas dit pour la loi du plomb ou contre l'agriculture. On est pour ou contre. J'ai dit, je suis ni pour ni contre. Moi, je suis pour que ce soit transparent, que tout soit dit. Et du coup, le fait de dire tout soit dit, ça permet aussi de dire les gens qui sont pour et parfois les gens qui sont contre ne disent pas nécessairement tout. Mais en tout cas, ceux qui sont pour, parce que j'insistais principalement dessus quand même, parce que cette loi, d'un point de vue scientifique, politique et sociétale, c'est vrai que c'est un déni de démocratie. Et le vote à l'Assemblée nationale, on n'en a pas parlé, mais comment ça s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale pour que la loi passe, c'est aussi un déni de démocratie. Donc, vraiment arriver à dire à un moment ou à un autre, là, dans cette loi, tout ce qui est brandi par les défenseurs de la loi masque un certain nombre d'informations. Le simple fait de dire ça, ça permet de dire... Ça renvoie le journaliste. Ça fait un teaser, quoi. Voilà, exactement. En fait, on met quelque chose, on introduit une forme de... Il faut peut-être réfléchir à aller un peu plus loin quand même. Voilà. Ce qui est dit n'est pas nécessairement faux. La concurrence déloyale européenne, ça n'est pas faux. C'est vrai que les agriculteurs allemands ou espagnols peuvent l'utiliser, donc c'est vrai. C'est vrai que l'acétamipride est peut-être le moins toxique des néonicotinoïdes par rapport à ce qui a été évalué réglementairement. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas toxique. Introduire ce genre de choses, c'est-à-dire déconstruire le dialogue aussi. C'est ça, en fait, là où on intervient, c'est d'essayer de déconstruire justement cette parole qui est très simplificatrice. Et tu as l'impression que, alors j'imagine que vous avez été plusieurs dans ce domaine à intervenir, scientifique j'entends, tu as l'impression que ta parole a eu un poids. Enfin, tu as l'impression J'en sais rien. Est-ce que c'est la pétition qui a fait bouger les lignes, ou est-ce que c'est la tribune des 1000 scientifiques, ou c'est tout cumulé, ou enfin, à quel endroit fait-on bouger les lignes? Je sais pas, mais le Conseil constitutionnel, quand il invalide la loi, c'est parce qu'il l'invalide sous un prétexte de précaution et sanitaire, entre guillemets, quoi. Donc d'une certaine manière, chaque voix compte. Je pense que la mienne n'est pas plus importante qu'une autre, mais chaque voix compte pour au moins, à un moment, introduire cette notion qui n'est pas une vérité scientifique. L'acétamipride crée le cancer. C'est faux de dire ça, d'une certaine manière. Mais ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes probablement qui vont être exposées, qui vont, du fait de l'exposition, développer des cancers, mais pas toutes et pas tous. Et c'est en permanence ce processus scientifique d'évaluation qui doit être appelé. Et ça, c'est assez compliqué. Donc du coup, il faut infuser ces notions et introduire d'une certaine manière le fait que la parole scientifique n'est pas une parole de vérité, mais de remise en question permanente, d'hypothèses de travail, de méthodologies à définir, de contrôle, et ensuite de conclusions qui peuvent évoluer. Sur le Nutri-Score, je vous donne un autre exemple, l'extrême droite, dans son ensemble, l'extrême droite médiatique ou politique, parce qu'il y a des médias d'extrême droite aussi, disait en gros,
si le Nutri-Score a évolué, c'est que c'est faux. C'est faux de dire ça, mais c'est vrai de dire que le Nutri-Score a évolué. Et donc l'ancienne version était moins précise que la précédente, probablement. Mais ça ne veut pas dire que c'était faux, ça veut simplement dire qu'on a un meilleur outil maintenant. Comme on développe de meilleurs instruments de cuisine. Voilà. Là, je pense au poêle en inox et au poêle Tefal. Hein, d'accord. Et toi, Amélie, de ton point de vue de journaliste, as-tu l'impression sur cette loi du plomb, qu'est-ce qui, à ton avis, a fait bouger les lignes cet été? Je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Il y a eu des prises de parole de personnes qui n'étaient pas tenues par la méthode scientifique et qui ont politisé leur vécu. Je pense à Flore Breteau dont on était les premiers à faire une vidéo parce qu'on était en reportage devant l'Assemblée et sa prise de parole était vraiment très forte et on lui a demandé si elle voulait bien venir en studio. Elle est atteinte d'un cancer du sein pour la 2e fois et c'était le moment où elle était en pleine chimio, donc elle a vraiment pas de cheveux, pas de sourcils et elle incarnait le cancer. Et elle a une capacité de synthèse et une colère qui est sincère et qui était une parole qui n'avait jamais été entendue jusque-là. C'était un récit sur le cancer qui n'avait jamais été prononcé jusque-là. Et la vidéo qu'on a faite a fait plus d'1 million de vues. Et là, on s'est dit, par rapport à tout le suivi qu'on faisait jusque-là de la loi du plomb, il se passe quelque chose. Parce que c'était quelqu'un qui n'avait pas de problème à dire loi du plomb égale pesticide, pesticide égale cancer, cancer égale mort. Et donc c'était extrêmement mobilisateur comme discours. Et de fait, il pouvait y avoir des discussions autour de l'acétamipride qui n'est pas le plus dangereux des nicotinoïdes pour l'homme. Mais dans le même temps, l'omniprésence des pesticides, la question de l'effet cocktail, la question en fait d'un monde toxique qui se dessine par petites touches, ici le cadmium, là l'hexane, à cet endroit-là l'épiphace, à tel autre les pesticides, le côté la sensation qu'on est cerné et qu'il y a du cancérogène probable partout, du mutagène reprotoxique, elle l'a incarné. Et nous, on le voit sur les chiffres de fréquentation du site, c'est à ce moment-là qu'on a senti que quelque chose prenait. Le déni de démocratie a joué aussi le fait que cette loi a été adoptée de manière en fait rejetée par son propre camp pour qu'il n'y ait pas de débat. Alors qu'on est sur des enjeux de santé publique, je pense que ça a indigné de manière transpartisane énormément de personnes qui ne se disent pas écologistes ou qui n'ont pas cette articulation-là entre... Et puis, après, nous, on a essayé de continuer en montrant que certains arrivaient à faire autrement. Que les alternatives, certes, ça coûtait cher, mais que pour peu que ce soit soutenu par des politiques publiques, en fait, c'est des choix de société. Et donc, on a fait pas mal de reportages chez des betteraviers bio, comment on fait pour... La noisette, c'est compliqué, mais l'INRAE a fait un rapport pour dire sur les alternatives. Donc on a essayé de ne pas s'arrêter là et de dire maintenant comment on fait pour dépasser un peu ce discours enfermant qu'il n'y a pas d'alternative. Après, c'est vrai que au moment de l'envolée de la pétition, on a eu vraiment, et ça on l'a documenté, à droite et à l'extrême droite, un procès en désinformation. En gros, si les gens signent cette pétition, c'est parce qu'ils sont mal informés, c'est parce qu'ils n'ont pas tous les tenants et les aboutissants. Et donc là, typiquement, le fait de dire qu'il y avait des incertitudes quant à la dangerosité pour la santé humaine de l'acétamipride, ça a été utilisé massivement. Donc c'est vraiment... Dès qu'on émet des réserves de la nuance, de la prudence, dès qu'on essaie d'être rigoureux, on a l'impression que ça se retourne contre nous. Et donc il faut créer nos propres langages, nos propres récits pour que ça fonctionne. Mais clairement, l'incarnation a beaucoup joué dans le fait que la mobilisation est pris. Et puis je pense qu'il y a eu aussi la loi sur les PFAS avant ça, qui était une première victoire qui montrait que c'était possible. Et puis après on a vu les limites de la loi sur les PFAS. Je pense qu'il y a on est dans un moment, en tout cas nous c'est ce qu'on sent dans le lectorat, où les questions d'environnement et d'écologie s'articulent aux questions de santé.
en fait, on se rend compte que si les insectes chutent en masse, les oiseaux, les moins 80%, moins 60% de population d'oiseaux d'Europe sur 4 décennies, en fait, on se rend compte que nous-mêmes, on est une espèce vivante exposée à tout un tas de substances toxiques et potentiellement, par des effets cocktails, vont atteindre à notre santé. Et j'ai l'impression que dans le mouvement, dans les personnes des deux côtés, les personnes qui se préoccupent de leur santé se mettent à s'intéresser aux questions en lien avec l'écologie et l'environnement par cette porte d'entrée-là, et les personnes qui se préoccupaient de longue date d'écologie se rendent compte qu'on est un animal comme les autres, aux prises avec ces effets du réchauffement climatique et de la propagation de substances toxiques. Moi, je crois qu'il y a, enfin, en plus de tout ça, je pense qu'il y a des gens qui ont signé la pétition, pas nécessairement que à cause de la loi du plomb, mais à cause d'un certain nombre d'éléments qui, depuis un an, me semblent de plus en plus présents dans l'actualité. Il y a la question de l'eau. Sur le versant de la sécheresse, je pense que voilà, l'année dernière, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été impactées par ce facteur écologique et qui, du coup, dans leur raisonnement, ont un petit peu changé d'attitude par rapport à celle-ci. Voilà. Et puis sur la question de l'eau, la contamination. Parce qu'en fait, on commence à parler de plus en plus de résidus de pesticides, de PFAS. Il y a de plus en plus de personnes dans le monde agricole aussi qui commencent à être confrontées à des clusters d'enfants qui développent des cancers, des maladies du neurodéveloppement, on a parlé d'hyperactivité tout à l'heure, ou d'autisme, etc. Sans nécessairement dire, on sait à quoi c'est dû, mais on sent bien que c'est un problème qui nous environne. Et donc, quand on réintroduit un pesticide qui a été interdit, parce que la question là, c'est pas seulement d'un pesticide qu'on introduit ou qu'on réautorise comme le glyphosate, c'est un pesticide qu'on a interdit. Il a été interdit sur des bases scientifiques, c'est-à-dire qu'on a des doutes sur voilà, les néonicotinoïdes en général, et pas seulement sur la santé humaine, loin de là. Et donc, de ce fait, je pense que cet environnement-là, ce serait intéressant d'aller sonder les 2 millions de personnes, de leur dire pourquoi vous avez voté. Mais je suis persuadé qu'il y en a plein qui sont intéressés à la loi et comment ça s'est fait. Et le déni démocratique, à mon avis, la défiance vis-à-vis des élus, je pense qu'elle a joué. Et en fait, le fait d'avoir vraiment envoyé en commission mixte paritaire, je crois que c'était comme ça, alors que c'était les défenseurs de la loi. Ils défendaient la loi et ils disaient on vote contre. Enfin, ça a été expliqué dans les médias et c'est facile à comprendre. Ça a créé vraiment quelque chose. Mais je pense qu'en plus, tout l'environnement général, et il y a beaucoup de... pour en discuter avec les familles, beaucoup de gens qui sont préoccupés par la santé de leurs enfants et qui savent que bah, là, moi, je ne peux plus consommer mon eau du robinet parce que il y a du monomère du MVC qui est présent dans l'eau, parce qu'il y a des résidus de pesticides, ça dépasse les normes de l'ARS. On voit bien que l'ARS peut, dans certains cas, augmenter les seuils pour rendre l'eau potable, entre guillemets. Enfin, voilà, tout un tas de choses comme ça qui disent mais il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et je pense que la loi du plomb a agrégé ça aussi. C'était pas seulement l'acétamipride, c'était pas seulement les mégabassines, c'était pas seulement aussi la question de l'ANSES, qui est ciblée dans la loi du plomb. Voilà, c'est en fait une sorte de... À un moment, il y a une mauvaise orientation, et je pense que c'était même plus que transpartisan. Donc voilà, moi je serais assez intéressant de voir sociologiquement les raisons du vote. Ouais, pas du vote, mais en tout cas de la signature. Mais le lapsus, c'est intéressant. Ouais, complètement. En fait, il y a pas mal de... J'ai fait plein de lapsus aujourd'hui, c'est le 3e déjà. Non, mais qui disent non, mais la loi du plomb, oui, moi j'ai voté en parlant du fait d'avoir signé la pétition. Et du coup, c'est comme aussi un aveu de reprise de pouvoir à un endroit où il y a un sentiment de s'en être fait déposséder. Et je pense que oui, quand on parle de sulfoxaflor ou de flupyradifurone, les personnes les deux autres molécules qui sont réintroduites, les personnes ne savent pas forcément à quoi c'est. Mais il y a un effet de trop-plein de produits qu'on soupçonne toxiques et de se dire en fait on veut reprendre le contrôle aussi de notre alimentation, pas seulement en allant acheter en magasin bio des choses beaucoup plus chères ou encore pire du bio dans des grandes surfaces où les marges sont considérables. Il y a une volonté que ce soit un sujet qui soit repris en main
collectivement. Et de fait, la loi du plomb, au-delà de ces 3 produits, il y avait la fin de la séparation de la vente et du conseil pour les pesticides. Donc c'était quand même la remise en cause de l'ANSES. C'est quand même un boulevard qui était pavé pour d'autres produits dits phytosanitaires que la acétamiprid. Et là, il y a eu un moment un intérêt pour ça et on a compris que c'était plutôt un agenda d'une certaine agriculture qui s'imposait à travers cette loi parce que c'était presque trop gros. Enfin, moi, à la lecture de la première mouture du texte, je me dis c'est pas possible en fait. La FNSEA avait fait sa loi idéale en 2024 et avait proposé ça aux responsables politiques. La loi du plomb reprenait en tout point, on était quasiment caricatural. Et je pense que c'est allé trop loin dans la manifestation d'un texte qui ne servait pas à l'intérêt général et qui était partisan à un autre endroit. J'aimerais bien vous entendre pour finir ce tour de table sur la manière dont les scientifiques pourraient travailler avec les journaux dans un contexte à la fois de montée de la désinformation, une mise en doute de la parole scientifique, voire du refus de la nuance ou de la complexité qui est propre à ça, avec les attaques qu'on connaît contre les médias, mais aussi contre les personnes, de la part de la droite et de l'extrême droite, disons. Et quelles seraient les conditions des scientifiques qui travaillent sur ces questions environnementales avec sérieux de travailler avec les médias de telle façon à faire entendre qu'il ne s'agit pas de questions militantes, mais il s'agit de réalité de l'état des écosystèmes et des dangers que ça pose. Je ne sais pas si vous voulez tous les deux vous... 2 idées, en fait. Déjà, réintroduire ce qu'est la méthodologie scientifique, réexpliquer ça de manière simple. Et la deuxième chose, parfois, peut-être déconstruire le discours, comme on peut le faire parfois en rhétorique, de certaines personnes lorsqu'ils parlent de quelque chose et lorsque maintenant ils omettent un certain nombre de points. Donc, il y a peut-être sur des formats courts, en tout cas, mais comment toucher le grand public. Oui. La question, parce que il y a beaucoup de travaux qu'on fait ici, et ça fait des dizaines d'années. Et je parlais à Amélie du colloque qu'on va organiser à Lausanne en juin en disant qu'il va y avoir beaucoup de textes qui vont parler de technologie, écologie, et de fait, on a du mal à toucher le grand public. Dans l'ensemble, il y a ici et là des voix qui passent, mais c'est plus des personnes qui sont appelées que la question scientifique et que sa place. Voilà, c'est juste une question que je peux me poser, c'est comment on pourrait travailler de manière plus conséquente avec les médias et pas simplement un moment de crise comme la loi du plomb l'a révélé. Ouais. Moi je pense que vraiment c'est un travail d'équipe dans le sens où s'il n'y avait pas eu cette tribune de 1000 scientifiques dans le monde, la voix de Fleur Breteau n'aurait peut-être pas porté si fort. On se serait dit elle est militante, là vraiment la loi du plomb cristallisait la colère des scientifiques. Donc c'est vrai que quand il y a un engagement de personnes qui ont la légitimité. Là, il y avait la légitimité du nombre, il y avait la légitimité du statut professionnel, et il y avait une prise de parole qui était sans conteste, enfin, qui vraiment... Donc je pense que ça sert de point d'appui aux mobilisations citoyennes derrière. Et pour ce qui est des journalistes, il y a ce refus de la nuance et de la complexité qu'on voit, je précise quand même, quand on va dans les médias audiovisuels, parce que les formats sont courts et parce que c'est punchline contre punchline, et en fait celui qui assène avec le plus d'assurance, que ce soit vrai ou pas, emporte la partie, puisque les journalistes très souvent passent d'un sujet à l'autre et n'ont pas les armes. Les personnes qui animent les débats, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction, ne repèrent pas les erreurs factuelles, ne les corrigent pas sur... Donc, il y a ce jeu-là, dont les règles ne sont pas favorables à la parole scientifique, ces règles ne nous sont pas favorables, donc il faut y aller pour nous faire ce travail de contradiction. Moi, la manière dont je vois les choses, nous, on a énormément besoin pour nourrir nos articles et pour comprendre les problématiques. Quand
ma collègue Marie Astier écrit l'article « Quel est le problème avec l'acétamipride ?» L'acétamipride est-il vraiment dangereux? Elle va passer 3, 4, 5 coups de fil à des personnes qui ont travaillé sur le sujet pour ensuite tirer l'article qui va justement parler et des études de l'ANSES et de celles de l'EFSA. Donc à un moment, nos journalistes ils travaillent vraiment sur des sujets nouveaux toutes les semaines ou tous les jours dans le cas de l'actu, mais on essaye de les libérer un peu de ça pour qu'ils puissent creuser. Et ils ont besoin de personnes qui ont une méthodologie qui n'est pas la méthodologie journalistique, qui est voilà, la méthode scientifique, qui viennent les éclairer. Et nous, on fait ce travail de mise à portée du grand public. Et alors, ça se joue à travers nos articles, ça se joue beaucoup sur les réseaux sociaux. Notre journaliste scientifique Vincent Luquez est en ce moment même en train de tourner une vidéo sur les ordres de grandeur. Donc il a un petit mammouth en peluche sur une piste d'athlétisme pour essayer de faire comprendre les ppm et le fait qu'on soit passé de 180 à 280, à 180 à 280, âge glaciaire, âge période plutôt sympa. Et donc voilà, avec un vocabulaire sympa, des objets du quotidien, des choses qui nous parlent. On produit des vidéos pour Instagram où tout est vrai, tout est rigoureux, tout est vérifié. Et dans l'idéal, c'est un peu ludique et sympa à regarder. Donc moi, j'ai pas du tout de scrupule à aller sur ces terrains-là, à aller parfois travailler avec des influenceurs, en fait à concilier le sérieux des informations factuelles et vérifiées et les jeux de communication selon les réseaux. Alors LinkedIn, on va plutôt parler à la première personne, Instagram, on va plutôt faire des vidéos rigolotes et dans nos articles, on va essayer d'être à la fois didactique, mais d'être les plus concis pour avoir cette approche grand public. Mais on sait qu'on est périphérique par rapport aux audiences de CNews, par rapport aux audiences des médias audiovisuels en général. Donc on était très contents l'an dernier, on avait une chronique sur France Inter et c'est une grosse audience. Voilà, c'était typiquement des millions d'écoutes et de vues. Bon, mais on ne l'a plus parce que la décision a été prise au niveau de la direction de France Inter. C'était celle de quelle chronique? C'était la Terre au carré. Le dernier quart d'heure a été coupé. Le dernier quart d'heure, c'est là où il y avait tous les médias indépendants qui venaient faire leur chronique et Camille et d'autres. Donc on sent bien que cette bataille, on joue dans une cour qui ne nous est pas forcément favorable, mais on essaye avec la force du nombre de lecteurs, de donateurs et avec un état le plus créatif et inventif possible de porter ça. Et le point de départ de tout travail, c'est de décrocher son coup de fil et de son téléphone et de passer des coups de fil aux personnes qui ont plus d'expertise que nous en la matière. Donc pour moi, le travail journaliste scientifique, il est à la base de l'écriture de quasiment chaque article science de reporter et même d'articles qui ne sont pas estampillés science parce qu'on a besoin de comprendre. Peut-être qu'il y a des questions. Voilà. Moi, je voulais intervenir parce que Maud et puis monsieur. Ah, pardon. J'avais eu la chance de participer à un échange chercheurs-journalistes avec l'association des journalistes scientifiques de la presse d'information. Et je trouve que c'était hyper intéressant pour que les chercheurs découvrent aussi le métier de journaliste parce que je pense qu'on en a une représentation assez partielle. Et en fin de compte, quand on se rend compte des contraintes de timing, des contraintes de format, ça oblige à penser différemment la manière dont on partage notre science. Et je trouve que ce serait intéressant d'avoir à la fois des formations de chercheurs sur le journalisme, la pratique du journalisme, et là, à l'inverse, que les chercheurs aillent aussi prendre le temps d'expliquer et de former les journalistes. Et ça, c'est des choses qui se font assez peu finalement. Et d'un point de vue pratique, je trouve que c'est assez intéressant quand même. Complètement. Il y a un exemple assez fréquent par rapport à ça, c'est les relectures de citations. Nous, une des règles du métier, c'est de mettre à portée, donc de simplifier, de faire reformuler la personne jusqu'à ce qu'on arrive à la formule la plus simple possible pour que ma grand-mère puisse la comprendre. C'est vraiment ce qu'on apprend en école de journalisme. Et certains chercheurs, chercheuses nous disent est-ce qu'on peut redire les citations avant parution? Et donc on se dit bah oui, parce que on n'a pas envie d'écrire des bêtises, on veut être sûr d'avoir bien compris. Et là nous revient la copie avec la citation qui faisait une ligne qu'on avait vraiment pris soin de rendre la plus compréhensible possible, qui en fait 6.
Et ma grand-mère ne comprend plus. Et donc là, il y a vraiment dans on a Il faut accepter ça, en fait. des injonctions qui... Il y a plein de collègues qui acceptent pas justement, qui sont au contraire dans une posture très critique vis-à-vis des médias en général, qui en plus parfois ne distinguent pas les différents types de médias, les différents types de pratiques journalistiques, et qui du coup sont parfois dans des postures qui ne permettent pas de faire ce travail en commun justement. Monsieur? Juste très brièvement, est-ce que vous êtes auprès Présente-toi, David. Est-ce que, pardon? Présente-toi. Ah oui, excusez-moi. Donc, je ne fais pas partie de l'Université Paris-Cité, je suis un camarade d'école de Xavier, je travaille sur les questions de transition territoriale comme indépendant. Hein, donc je travaille beaucoup avec des collectivités locales, voilà, actuellement dans la Nive, département qui, je pense, du point de vue de la loi du Plomb, est assez typique. Donc pour revenir à ma question, est-ce que vous êtes au courant, parce que je n'ai pas fait de recherche sur le sujet, d'une étude sur la manière dont finalement cette pétition est arrivée dans la société et qu'est-ce qu'elle a déclenché? Parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que je vous ai écouté depuis une heure. Vous avez présenté surtout la controverse contre les pesticides, mais pour moi il y a eu bien d'autres choses qui se sont produites et quand on lit la pétition elle-même, d'ailleurs l'autrice dit: je souhaiterais qu'il y ait un dialogue entre les parties prenantes qui prennent corps et qui soit approfondi. Parce que moi, ce que j'ai compris, en tant que néophyte, c'est que cette pétition avait permis aux agriculteurs déjà de réaliser que le grand public se souciait de leur sort d'une certaine manière, et de réaliser aussi que grâce à cette pétition, certaines personnes, je ne pense pas tous les signataires, mais certains comprenaient que la raison pour laquelle certains pesticides sont utilisés, c'est aussi des questions qui ne sont pas du ressort de l'agriculteur lui-même, mais d'un contexte bien plus large, qui est notamment la mise en concurrence mondiale de ces producteurs, avec des produits qui viennent de l'étranger, qui sont produits différemment de chez nous et qui les concurrencent frontalement. Voilà. Et si on ne met pas ça dans la réflexion, en fait, on ne comprend pas du tout la controverse. C'est pas du tout des anti-sciences qui ne croient pas aux études scientifiques, c'est des gens qui ont des cahiers des charges de production pour simplement rentrer un revenu et se posent la question: comment je fais? Et de manière basique, ils se disent: au minima, je ne veux pas être moins bon que le type qui vend en France selon d'autres. Voilà. Donc je pense que là, c'est absent un peu de ce que j'ai entendu. C'est vrai, et puis on le voit là avec l'accord de libre-échange sur le Mercosur. Le Mercosur. Voilà, le Mercosur, c'est la caricature de ça. Exactement. Mais ça continue en fait. Et je pense que la mobilisation autour du Mercosur est en lien avec la mobilisation loi du Plomb, c'est-à-dire que ces contraintes qui pèsent sur les agriculteurs et le fait que ça se joue à un autre endroit et qu'eux-mêmes sont prisonniers, ne sont pas forcément des anti-sciences, même si dans les discours, pour le coup, j'ai pas mal suivi le travail de Quota Climat au moment de la loi du Plomb, et moi j'étais vraiment sur le cadrage audiovisuel. Il y a eu énormément de mensonges produits sur les chaînes de télévision au moment de l'examen de la loi du plomb, et ça s'est surtout cristallisé autour de la cétamipride et des pesticides. Enfin, c'est vraiment l'endroit de polémique par excellence. Mais en effet, la question du libre-échange et de la concurrence déloyale et de... En fait, on veut bien faire autrement, mais juste donnez-nous les moyens et ne nous laissez pas couler parce qu'on va produire à des coûts bien supérieurs et on va se mettre en concurrence avec des personnes qui, elles, peuvent produire à des coûts inférieurs. J'ai l'impression que c'est... Je ne sais pas si je l'ai rêvé cette citation, mais je crois que quelqu'un de la FNSEA récemment a dit: signataire de la loi du plomb, aidez-nous à lutter contre le Mercosur, ce qui est quand même assez paradoxal. Parce que il y a un truc c'est intéressant marrant comme effet secondaire. Moi, je trouve ça positif. Il y a un truc intéressant dans ce que tu dis, c'est que un gros défaut aussi au niveau des médias audiovisuels, c'est que ils vont te poser des... Toi, tu viens avec tes réflexions scientifiques, biochimiques, etc. Voilà. Ils vont te poser des questions sur est-ce que vous êtes pour ou contre la loi et qu'est-ce que vous pensez de la concurrence déloyale. Oui, c'est ça. Et alors, moi, si je commence à dire, alors la concurrence déloyale, moi je comprends, je suis contre, etc. Je suis plus sur mon terrain. Ouais. Du coup, je suis attaquable. Bien Parce sûr. que les gens vont dire, il connaît rien, il est en train Bien de... sûr, bien sûr. Donc en fait, souvent ce que j'essaie de dire, c'est de dire, moi je comprends cette position-là, mais ce que je veux dire, c'est que sur le versant sanitaire et éco-toxicologique, etc., il y a des problèmes et c'est ça que je suis en train de discuter. Et je pense que justement, il faut aborder la manière... Et en fait, moi ça me permet de dire, du coup, il faut aborder ce sujet de manière complexe,
parce qu'il y a des enjeux pour les agriculteurs, il y a des enjeux sanitaires et écotoxicologiques, c'est bien de le rappeler. Je vais dans le sens de la personne, en fait. Je dis, ce qui vient d'être dit, c'est quelque chose qui doit être considéré, mais ça veut bien dire que c'est compliqué, et donc que cette simplification qu'il y a du débat pour ou contre, elle n'a pas lieu. Voilà. Mais ça, c'est compliqué quand même. Il faut toujours se dire, attention Excusez-moi, juste une dernière remarque. C'est quand même un défi pensé à la recherche en général, parce que, en gros, ça revient à dire votre savoir n'est pas opératoire parce qu'il n'est pas systémique. Et raconter quelque chose sur un problème biochimique, finalement, c'est qu'un tout petit élément du système. Et que le chercheur qui parle que de ça, finalement, il ne dit pas la réalité du problème. Et il faudrait une recherche systémique. Il donne des éléments. Mais même une recherche systémique ne serait pas complète. Oui, il y a toujours quelque chose qui échappe. Il y avait d'autres prises de parole. C'était juste pour dire aussi que ce qui a été présenté au public, c'est la manière dont les agriculteurs étaient prisonniers aussi d'un système agro-industriel, et notamment les producteurs de noisettes, si j'ai bien compris. Ils adressaient leur production à Nexé. Oui, c'est pour faire du Nutella, pour faire un. Ça aussi, ça a été mis en évidence. Et la betterave, c'est pour nourrir des bêtes qui parfois sont au Brésil, donc il y a des histoires d'impact carbone derrière. Enfin, c'est pas du tout une histoire de souveraineté alimentaire nationale. Pas du tout. Mais c'est l'histoire de la survie économique de certaines exploitations. En tout cas, ça a vraiment. Et donc c'était pour ça que c'était intéressant pour nous d'aller voir des betteraviers bio, pour voir à quelles conditions ils arrivaient ou pas à se dégager un salaire et quels étaient les défis à dépasser, est-ce que ça jouait à l'échelle individuelle, quelle politique publique pour les soutenir. Et là, nous, on reprenait un peu la main sur les récits et sur les débats. Mais c'est vrai que, et puis bon, il y a la manière dont fonctionne quand même la télé, c'est-à-dire que là, typiquement la COP, mon collègue Emmanuel, qui est spécialisé climat, est invité la veille pour parler de l'état des négociations. Le matin, on lui dit on va plutôt parler carbone. Il arrive, on dit bon Emmanuel, vous êtes là pour parler forêt. Et là, d'accord. Enfin, il y a quand même aussi dans la mécanique de la fabrique de l'info audiovisuelle un manque en tout cas de questionnement sur la légitimité de la personne qui parle et ce qu'elle a à avancer. Donc on a vraiment l'impression d'être dans le rouleau compresseur il faut nourrir les chaînes d'infos en continu et à certains moments les modalités du débat nous échappent un peu. Moi c'était marrant, mais le jour où j'ai été interviewé sur France Info sur la loi du plomb, j'ai interrogé tous les gens que j'ai croisés à France Info, je les ai interrogés sur c'est quoi votre position, etc. Et plus de 50% n'avaient pas entendu parler de la loi. Donc j'étais dans un environnement de gens j'étais invité pour parler d'un truc. Alors la journaliste connaissait très bien, c'est pas la question, mais en fait tout l'environnement là ici, on sent qu'on est dans une sorte de machinerie où on n'est pas broyé, mais on sent qu'on va être un peu comme un tambour machine à laver quoi. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole, parce que je sais que toi tu dois partir. Oui, moi j'ai un truc là, j'ai un comité dans le. Alexandre, tu voulais... Si je peux faire la petite pub de l'université, il y a 2 types de formations qui sont mises en place à la direction de la communication, de média training, à destination des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses et des chercheurs plus âgés, plus expérimentés. Je me suis inscrit à la prochaine. Très bien. Tu me diras. Dans la catégorie jeunes chercheurs. Oui, oui, forcément. Avec un accompagnement si, dans le temps imparti, si possible, et également formation à la vulgarisation scientifique, donc celle-ci s'étale sur plusieurs semaines, et donc un accompagnement pareil, un petit peu plus spécialisé. Essentiel. Semble essentiel. Alors pour la petite histoire, en fait, on pensait faire intervenir un 3e acteur qui était une association qui s'appelle Expertise Climat, que vous avez proposé à Céline, et qui travaille sur les questions justement de média training du côté des chercheurs et de l'autre côté, du côté des médias, d'accompagnement de la médiation et de la vulgarisation scientifique. C'est à peu près ça. Et on s'est posé la question, on s'est dit déjà 2 personnes, c'est assez... Ils sont très bien. J'ai fait une séance avec eux, ils sont très bien. Les facs internalisent aussi les formations. Ils envoient beaucoup de choses sur WhatsApp, mais ils sont très bien. Je suis submergé moi, par les messages. Est-ce qu'il y a d'autres questions à part Maud? Ah oui. Tout au fond. Du coup, avec ce que vous discutez, je trouvais qu'il y avait en fait finalement 2 sujets et qui pour moi sont un peu différents et qui amènent
et qui du coup peut-être amènent des positions différentes, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais pour moi, en tant que scientifique, il y a tout un travail de vulgarisation, d'apprendre à parler des gens qui ne sont pas, déjà même en parlant de nous des fois, mais à parler à des gens qui ne sont pas scientifiques, à comprendre que quand moi si je dis que je suis presque sûre que ça ne va pas se passer dans un contexte scientifique, ça veut dire que ça ne se passera pas, et qu'en fait si je dis ça, ma sœur elle va dire mais attends, je vais bientôt mourir. Mais en fait c'est vrai que la manière dont on parle à des... Donc là c'est intéressant de parler aux journalistes pour que justement la science sorte des universités, mais du coup là j'imagine un cadre, par exemple avec un journaliste de reporter, où c'est un cadre qui est quand même bienveillant dans l'idée que voilà, il y a une science et le but c'est d'amener la connaissance. Et quelque part, on reste sur des choses qui sont cadrées. Dans la loi du plot, ce qui s'est joué, c'est des attaques qui n'étaient pas bienveillantes. Et du coup, là, c'est autre chose. Pour moi, et là, du coup, moi, j'ai envie de dire, parce qu'en tant que scientifique, du coup, si on me croit plus en tant que scientifique, du coup, je suis plus scientifique, je suis militante. Et du coup, là, je trouve que... je me demande si à quel point un scientifique, jusqu'à quel moment il faut qu'on garde cette posture du coup de on va expliquer, on va donner de la nuance, à quel point on doit un peu s'énerver en fait à un moment, est-ce qu'il faut pas s'énerver? Ça, moi je peux répondre lors d'une interview sur Mediapart, où la manière, c'était en direct, mais l'interview se passe très bien, on parlait du glyphosate et de la réintroduction du glyphosate, la réautorisation du glyphosate, pardon, et c'est intéressant parce que tout à la fin, il diffuse une séquence, une interview du ministre, qui était du Modem, je sais pas qui s'appelle, Marc Fesneau. Oh, il dit, l'EFSA a dit qu'il n'y avait pas de problème, donc il n'y a pas de problème. Il diffuse un truc très court. Boum, il me demande comment vous réagissez à ça. Alors, moi, je vois ça m'énerve, fondamentalement, parce qu'en gros, on efface tout le reste, et puis il n'y a que l'EFSA qui compte. L'EFSA, c'est très bien, et c'est important, et heureusement qu'il y a des agences de régulation, quand même, parce que dans d'autres continents, il n'y a rien, voilà, mais il y a beaucoup de choses à revoir, mais bon. Je dis, mais en fait, moi, ma posture a été de dire à ce moment-là, sans être militant, de dire, en fait, en gros, il ne dit pas tout. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est d'essayer toujours de garder une posture qui est de dire, le sujet est complexe, et la personne ne dit pas tout, là. Alors, malgré tout, il y a quelque chose qui s'est passé du coup, c'est que lorsqu'ils ont fait leur bandeau, leur encart pour présenter le direct, le faux direct, ils ont gardé ma réaction comme titre principal. C'est-à-dire, pourquoi le ministre ne nous dit pas tout? Alors après, j'appelle l'INSERM, je dis, vous avez vu? Il dit, ouais, non mais c'est pas grave, tout le reste est bon, etc. Et ce que tu dis, il n'y a pas de souci. Donc, j'étais soutenu par mon institution. Et je pense que c'est ça qui est aussi important, c'est qu'il faut voir que... Est-ce que l'université considère que vous allez trop loin ou que l'INSERM va trop loin dans ce que vous dites? Moi, mon expérience, c'est que plutôt, en ce moment, l'INSERM est plutôt en soutien sur la question de l'acétamipride. L'INSERM avait aussi apprécié, j'avais été interviewé pour l'Express, et ils avaient apprécié la manière dont on avait présenté les choses. Je pense qu'en fait, il faut toujours, plus ou moins, on n'est pas obligé de tout dire, mais au moins, quand quelqu'un commence à semer un doute en simplifiant, de dire... Là, avoir toujours un argument pour dire tout n'a pas été dit là. Et au minimum, les gens iront peut-être creuser, ou au moins ils se poseront une question, ils diront je vais quand même être un peu méfiant sur la question. Maud, tu voulais intervenir? C'était en amont en fait, juste par rapport quand on parlait des pratiques journalistiques, nous on avait travaillé sur le discours médiatique dans la presse. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on avait, c'était sur un cas de crise, et on avait montré que justement la pratique d'écriture du texte de presse fait qu'on a tendance à croiser les points de vue. Et parce qu'on croise les points de vue sur un espace assez court finalement, on met au même niveau parfois des points de vue assez différents, ce qui rend compliqué pour le lecteur parfois de hiérarchiser les différents points de vue. Et donc ça typiquement c'est une mécanique d'écriture et c'est une contrainte qui est propre à l'écriture journalistique qui a des effets pour les lecteurs, des effets de compréhension, et je trouvais que c'était intéressant juste de le souligner dans les mécaniques. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément faire autrement, mais ça veut dire qu'en tout cas c'est un effet... Non mais sur le Covid par exemple, il y a eu un prisme terrible sur les anti-Covid scientifiques, il y en avait quelques-uns, anti-vaccins, etc. Et les pro-vaccins. En fait il y avait 50% sur certaines chaînes d'infos, 50% pour, 50% contre, on comprend pourquoi on met 50-50, on va être équitable. Mais en fait, c'était pas du tout représentatif. C'était pas du tout représentatif de la vie de la communauté scientifique globale, mais du coup, ça embrouillait complètement le message. Le tabac, on fait grandir la polémique. Est-ce qu'il y a une dernière intervention, Sylvain?
Moi, je voulais réagir par rapport à l'intervention, une question. J'étais un peu surpris d'entendre que c'était important d'avoir l'avis de l'INSERM sur ce que vous aviez dit. Parce que en fait, ça me pose la question de la posture, c'est-à-dire, moi, en tant que chercheur, je peux m'exprimer sur un sujet que je maîtrise plus ou moins, et ça, faut clarifier d'où on vient, etc. Et moi, je ne m'exprime pas au nom de mon institut, par exemple. Et du coup, je ne m'attends pas à être évalué par mon institut. Enfin, évalué, ou en tout cas... et du coup, je me pose juste la question, sans faire de procès d'intention du tout, de manière générale, cette réserve qu'on peut avoir, cette autocensure qu'on peut avoir, soit à vraiment être prudent dans ce qu'on raconte, et à des fois, je me demande à quel point ça peut être contre-productif, parce que par exemple, le fait d'être énervé sur un plateau, le fait de vivre ce qu'on raconte, de ne pas parler d'une loi comme ça de manière neutre, mais d'en parler, c'est quelque chose qui, il y a quelques études sur le sujet qui montrent qu'en gros, ce qu'on pense du messager change un peu la réception. Et je pense que ça s'applique aussi aux scientifiques. Alors effectivement, ça peut être dans les deux sens, on peut être tagué de militant, bon, pour moi, il n'est pas incompatible, mais avec une science rigoureuse, mais aussi qui peut en fait donner plus de force au message. Si on entend un climatologue qui tous les jours dire on va mourir demain, tranquille, c'est pas la même chose. Et du coup, voilà, il a raison par rapport à ce fond, oui, et à cette posture. Oui, mais alors en fait, du coup, effectivement, sur les aspects, lorsque je vais commencer à dire l'acétamipride provoque la progression tumorale chez les animaux et tout comme ça, là je suis relativement neutre quand je dis ça. Quand par contre, sur la posture qui est tout n'a pas été dit, là j'ai une tendance à élever la voix et à élever le ton. Parce que je suis sûr de moi, sur cet aspect-là, il n'y a pas de doute, tout n'a pas été dit. Et s'énerver sur ce sujet-là, c'est dire aussi, les autres ne mentent pas, mais ils font des mensonges par omission. Et en fait, c'est à ce moment-là que moi, j'ai plutôt tendance à élever la voix et à être énervé. Sur le plateau de Mediapart, ou alors sur France Info, sur la sécurité, lorsqu'on m'a dit, vous êtes pour ou contre, moi j'ai dit, je suis ni pour ni contre. En fait, j'ai réagi comme ça, je suis ni pour ni contre. Mais en gros, j'aimerais que tout soit dit et que tout soit transparent et que les gens soient correctement informés. Qui est contre ça? Et je peux m'énerver là-dessus, facilement. J'ai quand même un dernier commentaire, ça a été beaucoup. Et par contre, juste pour terminer, ce qui tombe bien par rapport à l'INSERM, à l'université, quand ils disent tout va bien, c'est qu'en fait, moi, ce que je dis sur les plateaux, ma parole est complètement libre, mais ça cadre avec ce qu'ils veulent aussi, donc moi ça me pose pas de problème. Ce qui n'est pas toujours le cas, et c'est vrai que ça a été beaucoup documenté par Naomi Oreskes sur la pression, l'autocensure, comme tu dis, avec moi je me censure pas. Une pression communautaire au sein même de nos communautés sur tu t'es autorisé à prendre la parole, tu t'es autorisé à dire ça, mais avec des autocensures des censures communautaires qui peuvent être assez fortes en fonction des lieux. Donc à l'INSERM, tu as de la chance. Oui, voilà, j'ai pas à me plaindre. Ben écoutez, je vous propose de clore cette journée sur ces... À l'INSERM, tu n'as pas de plan. Non, mais il y avait un dialogue après, il y avait un débat. Mais oui, mais il est escamoté, c'est ça? Il est 5h20. Oui, déjà. moi je suis très en On a retard. bien dépassé tout ce qu'on avait promis.